L'économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, c'est la question qui se pose après l'accord sur le nucléaire. L'Iran sera-t-il le grand pays émergent du Moyen-Orient? 80 millions d'habitants, une classe moyenne rompue au code du modernisme et une croissance attendue à 5% l'an prochain. En fallait-il plus pour que l'Occident parte à l'assaut de ce potentiel? Laurent Fabius est sur place, on en parle dans un instant. Et puis l'or est-il encore une valeur refuge? Pas vraiment si l'on se réfère à l'évolution récente des cours. Le métal jaune est à son plus bas niveau en 5 ans malgré la morosité économique mondiale. Et vous le verrez, c'est en Inde qu'on entend profiter de l'aubaine. Les particuliers intensifient leurs investissements. Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. L'actu éco autour du monde avant tout. On prend d'abord des nouvelles de la bourse de Shanghai. Chahutée, on le sait ces derniers jours, moins 11% en 3 séances. Et bien rebond ce mercredi, plus 3,44% à la clôture, plus 4,13 à Shenzhen, avec un volume d'échange de 90 milliards de dollars. Une journée plutôt calme jusqu'à la dernière heure qui a vu les indices fortement remonter. Certains y voient une nouvelle intervention des autorités via des fonds souverains. Quoi qu'il en soit, l'atmosphère était à l'accalmie. Je ne pense pas que les récents épisodes aient été une catastrophe pour le marché. C'est une réaction normale. Il n'y a pas de marché qui monte sans jamais tomber. Ce serait irrationnel et ça rendrait les gens encore plus fous. Maintenant, il est nécessaire d'apprendre les leçons de cet ajustement. L'un des feuilletons de la semaine a lieu à Hawaï. Nous vous le disions hier, les négociateurs des 12 pays impliqués dans l'ambitieux projet de libre-échange transpacifique y sont réunis. Les discussions les plus cruciales concernent le Japon et les États-Unis, les deux piliers du futur traité, avec notamment la question des importations de riz et de pièces détachées automobiles. Également présent, le ministre australien du Commerce estime que les incidences d'un accord iront bien au-delà des aspects purement mercantiles. La relation entre nos 12 pays sera différente maintenant et nous devrions profiter du renforcement de notre coordination pour examiner ensuite d'autres questions telles que la monnaie. Les discussions continuent sur ce point et sur d'autres. Allez, plus près de nous en Europe, on se préoccupe de l'afflux quasi irrésistible de migrants économiques irréguliers. 1500 tentatives d'intrusion la nuit dernière sur le site du tunnel sous la Manche à Calais. La France a annoncé tout à l'heure le déploiement d'effectifs supplémentaires pour sécuriser les abords. Le groupe Eurotunnel réclame lui près de 10 millions d'euros d'indemnités à Londres et à Paris pour compenser ces dépenses liées aux événements. De nouvelles barrières équipées de systèmes de détection devraient bientôt entrer en service. Avec nos homologues britanniques, nos partenaires britanniques, nous cofinançons un certain nombre d'infrastructures de sécurité, notamment de transport, pour bien dissuader les migrants de venir à Calais. Il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas de possibilité de traverser la mer de la Manche et que nous agirons ensemble pour que cela soit compris. En bref, toujours en France, les agriculteurs restent mobilisés. Ils réclament de meilleurs prix pour leurs produits. Barrages filtrants, intrusion chez des grossistes et un tract Wanted Stéphane Le Foll. Le ministre de l'Agriculture est devenu la cible des protestataires. Hier, il avait pourtant proposé des solutions à l'endettement des éleveurs. Sur ces questions de l'endettement qui ne sont pas à l'origine de la crise. La crise, elle est d'abord une crise de marché. On a besoin d'apporter des réponses en termes de restructuration de dette. Un mot également de ce vaste chantier entamé sur la ligne la plus empruntée d'Europe, celle du RER A, dont une partie entre La Défense et Aubert est fermée depuis samedi et jusqu'au 23 août. La RATP veut à terme remplacer 24 km de voies vieilles de 40 ans. C'est un chantier qui représente 100 millions d'euros de travaux, donc c'est un chantier très important pour le renouvellement de voies en région parisienne. Et on a chaque jour à peu près 300 personnes qui sont présentes sur le chantier. Ne pas se faire trop distancer au sommet de la hiérarchie mondiale automobile. C'est l'ambition de General Motors. L'américain numéro 3 mondial dominait encore la planète il y a 4 ans. Et c'est pour tenter de combler son retard sur Volkswagen et Toyota que le groupe a annoncé hier son intention de doubler ses investissements dans un Brésil pourtant en crise. Écoutez. Nous croyons que dans les 10 prochaines années, la majeure partie de la croissance mondiale de l'industrie automobile se fera en dehors des marchés matures et dans les marchés de croissance dont le Brésil est évidemment un acteur clé. Nos investissements conséquents doivent nous mettre en bonne position.
Voilà, et notez aussi que Peugeot renoue avec les bénéfices, 570 millions d'euros entre janvier et juin, c'est une première en 4 ans. Et puis un record pour le secteur du high-tech israélien, 1,12 milliard de dollars levés au deuxième trimestre pour environ 180 sociétés réunies, des chiffres publiés par le Centre de recherche d'Israël Venture Capital. Le dossier du jour, l'accord sur le nucléaire est-il la garantie de voir émerger une nouvelle grande puissance au Moyen-Orient? L'Iran, en tout cas, affiche ses prétentions. La levée des sanctions prévues par l'accord annonce un afflux massif d'investissements, de capitaux étrangers. Et on le voit depuis le 14 juillet, de grands groupes internationaux ou des ministres occidentaux se rendent sur place, comme Laurent Fabius aujourd'hui. Bref, Téhéran se veut le nouvel Eldorado régional. Commentaire de Jonas Citruc. Des scènes de liesse dans les rues de Téhéran. Ces images ont été tournées le soir du 14 juillet, quelques heures après l'annonce d'un accord historique sur le nucléaire iranien. Il prévoit une levée progressive des sanctions à partir de 2016. De quoi offrir de nouvelles perspectives aux investisseurs étrangers. La levée des sanctions signifie que nos entreprises seront en mesure d'investir en Iran. Nos entreprises vont commencer à faire des affaires avec l'Iran. Avec près de 80 millions d'habitants, l'Iran est aujourd'hui le deuxième marché du Moyen-Orient. La classe moyenne est importante et avide de produits occidentaux. Mais à cause des sanctions, les sociétés étrangères sont peu nombreuses sur place. Le pays s'attend donc à voir débarquer de nombreux investisseurs, les Européens en tête. Le chef de la diplomatie française a d'ailleurs débarqué à Téhéran ce mercredi. Une visite de quelques heures, tout juste quelques jours après celle du ministre allemand de l'économie. Je suis convaincu qu'après la levée progressive des sanctions, les entreprises allemandes peuvent apporter une contribution significative à la modernisation des centres industriels traditionnels de l'Iran. Mais la concurrence s'annonce féroce. Certaines entreprises sont déjà en pleine négociation. J'ai entendu dire que des sociétés américaines avaient contacté certaines entreprises iraniennes, mais pas au niveau du gouvernement. Et je pense que si les sanctions ne sont pas complètement levées, en particulier du côté des États-Unis, cela ne se produira pas. La levée des sanctions et la ruée des investisseurs devraient offrir un nouveau souffle à l'économie iranienne. La croissance pourrait atteindre jusqu'à 5% en 2016. De quoi faire baisser le chômage, car aujourd'hui, près d'un actif sur 5 est sans emploi. Ouais, le chômage et l'inflation, deux des principaux défis pour le pouvoir iranien. On va en parler avec le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Professeur, certifié hors classe d'économie. D'abord, est-ce qu'on s'emballe pas un petit peu trop peut-être pour cette économie iranienne, l'Iran, Eldorado? La levée des sanctions, c'est vraiment ce qui va propulser cette économie d'après vous? Oui, les entreprises du monde entier, des différentes économies occidentales sont sur les starting blocks et vraiment cherche à obtenir les faveurs de ce régime iranien. Alors elle est dans quel état cette économie actuellement, après 10 ans de sanctions? Alors, comme on dit, nonobstant les instruments macroéconomiques qui ne peuvent pas véritablement être vérifiés à cause de ce régime. D'avoir des indices précis. Bien sûr. Donc il y a effectivement, nous avons quelques éléments. Nous avons une inflation à 2 chiffres, importante à 14%. Nous avons une croissance qui n'est pas très forte, de l'ordre de 2%, qui est finalement, somme toute, dans la moyenne des pays moyen-orientaux. Et nous avons quand même à son actif un endettement extérieur peu important, mais ceci se comprend avec justement les sanctions. Alors justement, est-ce que finalement toutes ces sanctions, avec toutes ces sanctions, l'Iran est devenu en fait plus autonome, plus diversifié, plus solide finalement économiquement? Est-ce que ça n'a pas fait l'effet inverse de ce qu'on souhaitait? Je comprends le sens de votre question, mais on ne va pas parler de solidité, on va parler de plus d'attractivité. Effectivement, ça la rend d'autant plus alléchante qu'il y a un déficit. Il y a eu quand même des efforts de diversification, plus d'industrie par exemple. Les revenus pétroliers ont beaucoup diminué par rapport. Oui, on avait fait une émission sur le contre-choc pétrolier, donc effectivement, ça l'avait touché. Donc la part du pétrole a diminué. Oui, il n'y a pas que le pétrole. Le pétrole, elle est quand même première réserve mondiale de gaz. C'est 4e producteur de pétrole. Donc il y a d'autres secteurs qui sont encore, en retard de développement. Et justement, selon vous, sur quel secteur l'Iran va devenir d'un seul coup plus attractif avec la levée de ses sanctions, à part le pétrole? Ils sont très nombreux. Vous avez l'aéronautique, vous avez l'autre secteur automobile. D'ailleurs, Peugeot et Renault étaient très implantés. Vous avez la pétrochimie.
Il y a aussi d'autres éléments comme les transports, comme l'agroalimentaire, comme la gestion de l'eau. Alors justement, vous parlez de la France, Laurent Fabius est à Téhéran aujourd'hui, on le sait. Des groupes français, beaucoup d'entre eux ont conservé des filiales sur place. Est-ce que c'est finalement plus facile de reprendre pied maintenant après la levée de ces sanctions grâce à ça? Si je peux me permettre, c'est pas tout à fait des filiales. Il y a eu des succursales plus que des filiales. Et surtout, il faut savoir que la France pourrait payer justement le fait qu'elle était celle qui a sanctionné le plus, vous vous rappelez, politiquement, l'Iran. Donc, elle avait quand même coupé ses liens, alors que l'Allemagne, elle, avait continué à commercialiser. D'ailleurs, l'Allemagne, je vous signale, n'utilisait pas le dollar dans ses transactions avec l'Iran. Et vous savez que l'Iran avait été exclu aussi du système SWIFT, le système bancaire, les banques iraniennes. Ouais. Alors d'un côté, on a 80 millions d'habitants, un gros marché, une classe moyenne qui est moderne, qui est instruite aussi. De l'autre, c'est un pays où il y a quand même de la corruption, de la bureaucratie. C'est où les limites à cet essor potentiel? Alors, outre effectivement la corruption, moi je vois d'autres limites, notamment la grande concurrence qui va exister entre les différentes... pour la France, c'est quelque chose, c'est un handicap. Il y a aussi la présence de la Chine, mais elle souffre d'un déficit en matière d'image et de qualité. Enfin, l'Iran exige des transferts de technologie. Ouais. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour tous ces éclairages. Merci. Allez, on se penche à présent sur cette ruée vers l'or en Inde, phénomène chronique dans ce pays, pour des raisons culturelles, mais aussi lorsque la monnaie, la roupie, s'affaiblit. Cette fois, c'est la chute des cours du métal précieux qui pousse à l'achat. L'once est à son plus bas depuis 2010, sous la barre des 1100 $. Alors, placement à long terme ou quête de prestige, de bijoux pour une population qui détiendrait 1000 milliards de dollars en or. On regarde ce sujet de Laura Duhamel. À presque 1200 $ l'once, le cours de l'or est à son plus bas depuis mars 2010. Un paradoxe en période de morosité économique censé tirer les cours vers le haut. Mais certains y ont trouvé leur compte. Comme leurs voisins chinois, les Indiens, grands amateurs de pépites dorées, y investissent massivement. En 2013, alors que le cours de l'or venait de s'effondrer, les rues du pays offraient un curieux spectacle. Des queues interminables d'Indiens venus acheter un peu de ce métal précieux. Et aujourd'hui, le scénario semble se répéter. Même si les prix de l'or ont chuté, notre chiffre d'affaires a augmenté de 20 à 25%. Et ce, uniquement parce que les prix de l'or ont baissé. Pourtant, l'appétit solide des Indiens pour les lingots, qui représentent 1/5 de la demande mondiale, leur apporte peu pour l'instant. Car le cours de l'or ne redécolle pas, bien au contraire. Pis, la demande mondiale d'or est à son niveau le plus bas depuis 6 ans. En cause, la préférence des investisseurs chinois pour l'achat d'actions. Mais cela ne décourage pas les Indiens. Au pays de Bollywood, on reste convaincu qu'il s'agit de la bonne période pour acheter de l'or. Le prix de l'or a baissé. Je suis venue aujourd'hui car c'est un investissement pour le futur. La banque américaine Morgan Stanley estime que les ménages indiens détiendraient à eux seuls l'équivalent en or d'environ 1000 milliards de dollars. Mais il est actuellement difficile de prévoir l'évolution des prix. La Chine a dit qu'elle vendrait de l'or, mais nous ne savons pas à quel prix. La Grèce a aussi déclaré qu'elle vendrait de l'or pour aider son économie. Combien d'or vont-ils vendre? Et après cela, combien de cet or sera consommé dans le monde? C'est seulement une fois que toutes ces questions seront réglées que les prix se fixeront. En attendant, en Inde, des traders misent sur les pépites jaunes. Ils espèrent que le cours chutera sous la barre des 1000 $, ce qui pousserait davantage à l'achat. Pour eux, l'âge de l'or serait imminent. En tout cas, les cours de l'or pourraient remonter en cas de hausse des taux de la Fed. On passe au Media Watch. Et à la une aujourd'hui de la revue de presse, une histoire de surfacturation à Disneyland Paris. On voit cela avec vous, Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour David. On parle bien du plus grand parc d'attractions d'Europe. Oui, c'est une information révélée par le Financial Times. La Commission européenne examine actuellement plusieurs plaintes déposées contre Disneyland Paris. Le parc d'attractions aurait facturé les visiteurs en fonction de leur pays de résidence, ce qui est contraire aux règles, aux pratiques commerciales de l'Union européenne, car c'est purement et simplement de la discrimination. Selon les chiffres qui sont avancés par le journal, pour un pack premium, un Français doit débourser un petit peu plus de 1300 €, un Anglais pas loin de 1900 € et un Allemand près de 2500 €. C'est peut-être ajusté aussi au déficit des États, allez savoir. En tout cas, mauvaise nouvelle aussi pour Twitter, Johanna, stagnation du nombre d'utilisateurs. Effectivement, entre le premier et le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du réseau social a augmenté de 61%. Il est passé de 312 à un petit peu plus de 502 millions de $. Une belle performance et pourtant à la
clôture des marchés mardi soir, l'action Twitter avait perdu 7%. Les investisseurs ont été très déçus en fait par la faible augmentation du nombre d'utilisateurs actifs. Entre janvier et mars, ils étaient 302 millions. Au trimestre suivant, à peine 2 millions supplémentaires. Le directeur par intérim, Jack Dorsey, a assuré que ces chiffres étaient inacceptables et qu'il ne fallait pas s'en satisfaire. Pour vous donner un élément de comparaison, David, je vous rappelle que Facebook compte plus d'1,4, non pas millions, mais milliards d'utilisateurs. Il n'y a pas photo. Et puis une note un peu plus positive, Ikea qui inaugure aujourd'hui son 31e magasin dans l'Hexagone. Et cette fois, c'est à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, que le groupe suédois a décidé de s'installer. Un magasin de 24 000 m² qui va permettre la création de 200 emplois. Notez également que 9 autres ouvertures sont prévues dans les 5 prochaines années. Comme l'expliquait le nouveau PDG Olivier Baraille au Figaro, l'objectif est de faire en sorte que d'ici 2020, 80% des Français puissent avoir accès à un magasin Ikea en moins d'1 heure. En tout cas, Mulhouse, une ville à l'immense potentiel. Merci beaucoup, Johanna, et à demain. À demain. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Dossier notamment sur le budget de l'État en Israël, notamment la défense. L'info continue. Restez avec nous.